Karl Lagerfeld, homme bionique, amoureux de culture, couturier majeur et prince de l'autodérision, cet entomologiste acceptera-t-il de se laisser disséquer ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais vous savez, je m'occupe uniquement de ce qui va. De ce qui ne va pas, j'ignore ou j'essaie d'ignorer. Hein. En plus, je fais un effort pour que tout aille bien, parce que je ne subis pas des fatalités inutiles. Bonsoir, Karl Lagerfeld. Bonsoir. J'étais sûr que vous alliez me répondre quelque chose comme ça, Karl. Il faut se tenir en société, d'une certaine manière. Pas qu'en société, chez vous aussi, c'est pareil. Moi, j'agis de la même façon en public que chez moi, parce que les laisser aller, c'est la pire chose au monde. Il n'y a aucun moment dans votre vie où vous vous êtes laissé aller, Karl? Non, ça m'est naturel, je n'ai pas besoin de faire un effort. Ça, c'est quand on dit que j'ai beaucoup de discipline. J'ai aucune discipline. J'ai une espèce de maintien qui m'est naturel, pour laquelle je ne fais pas d'effort. La discipline, c'est quand vous devez faire un effort pour être discipliné. C'est pas mon cas. Hein. La position allongée, elle vous va, Karl Lagerfeld? C'est pas franchement allongé. C'est quasi allongé. Je ne connais allongé. pas le répertoire de vos positions, mais ça, c'est pas une position allongée. Hein. Donc semi-allongé, c'est mieux pour vous? Oui, ça fait un peu transat du camping, non? Mais des grands luxes. Vous connaissez le camping? Non, mais je vois des films. On en subit à la télévision. Moi, je suis très heureux de vous recevoir. Et moi, je suis ravi de vous voir. Vous ne me voyez pas vraiment, mais je suis dans Je vous avez vu avant dans la vie. Hein. Vous êtes presque un extraterrestre, en fait. Jusqu'à présent, les gens qui se sont allongés sur ce divan, semi-allongés, ils étaient incarnés. Vous le dites vous-même, vous êtes comme une poupée. Je me vois comme une poupée que je manipule et que je promène sur les plateaux télé. Ça m'amuse de tirer les ficelles de cette créature. Oui. Ce soir, on va quand même essayer de voir si la poupée a un cœur, Karl. Pour commencer, j'ai dit marionnette, je dis pas poupée. Hein. Marionnette. Hein. Quand on est poupée de son et des poupées de cire, c'est pas moi. Hein. La marionnette, on va voir quand même si elle a un cœur ce soir. Oh, on abuse aujourd'hui de la notion du cœur et des gens qui ont du cœur. C'est comme les gens qui font de charity parce qu'ils ont du cœur et qu'ils se font payer pour ça. Je peux vous faire une liste. Sauf qu'en préparant l'émission, Karl Lagerfeld, et on va y venir pendant 1 heure ensemble, on s'est rendu compte qu'évidemment, vous avez beaucoup plus de sentiments que vous voulez bien les revendiquer, que vous êtes bien plus gentil que l'image froide que vous voulez mettre en avant, Karl. Mais pas que ça se sache, vous comprenez. On va le savoir ce soir. Et puis je me méfie beaucoup des gens qui sont trop gentils avec tout le monde. Ça, c'est louche. Hein. Il y a un vieux proverbe dans la couture qui disait « gentil n'a qu'un œil ». Donc vous préférez faire semblant d'être méchant? Oui, c'est plus amusant. Hein. La gentillesse, ça peut être très, très ennuyeux. Sauf que c'est une des choses qu'on va découvrir ce soir. Vous avez évidemment des défauts, mais que vous êtes bien plus sensible que le numéro que vous faites à chaque fois réussi à la télévision. Mais si je vous ai invité, Karl, ce soir, eh bien c'est que... Eh bien, c'est que je me suis dit que, quitte à me faire tailler un costard par l'un de mes invités, autant que ce soit fait par le plus grand des couturiers, ou en tout cas, par le plus cintré. Ça, c'est la première raison. Une autre raison, c'est que vous êtes désincarné, marionnette automanipulée, poupée allemande au débit saccadé. Vous êtes un homme devenu un personnage devenu une marque devenue mondiale. Bonsoir, Karl. Karl, s'il vous plaît. Désormais, pour vous atteindre, c'est plusieurs couches qu'il faut transpercer. Alors ce soir, Karl, mes questions seront particulièrement aiguisées. Ce qui m'a également poussé à vous inviter, c'est que vous êtes totalement excessif. Travail, régime, maison, livres, MP3, vous ne voyez pas les choses en grand, vous les voyez en démesuré. Quant à Choupette, votre chatte, jamais un animal domestique n'aura été à ce point médiatisé et starifié. Alors pourquoi faire beaucoup quand on peut faire too much ?
Autre raison, quand on a une mère comme la vôtre, on est prioritaire sur ce divan. Personnage central de votre histoire, caustique jusqu'à la méchanceté, drôle jusqu'à la cruauté, vous êtes son copier-coller et elle reste votre modèle à jamais inégalé. Non, ça, elle ne me faisait pas de compliments. Elle disait des choses de temps en temps. Tiens, il faudrait que je demande au tapissier de faire des rideaux pour tes narines qui sont trop grandes et des choses comme ça. Mais alors que cache cette troublante relation mère-fils, aussi fusionnelle que distante? Et puis la dernière raison, c'est que vous êtes un voyeur. Vous regardez les autres se débattre, se détruire ou s'acoquiner, mais vous ne faites rien, vous regardez. Vos lunettes noires sont là pour vous protéger, votre appareil photo pour témoigner. Alors ce soir, Karl, je précise que c'est moi qui vais vous regarder et vous qui allez témoigner. Tout est dit, hein. Non, tout est posé, et maintenant, c'est vous qui allez dire. Vous avez dit d'ailleurs, j'ai pas besoin de psychanalyse, je connais les questions et les réponses. Oui. Donc, c'est tout à fait ce que je pense, parce qu'il faut être honnête avec soi-même. Parce qu'on peut faire illusion et n'importe quoi à n'importe qui, mais pas à soi-même. J'admire les gens qui se font un cirque à eux-mêmes, ça n'existe pas, ça. Ou ça ne devrait pas exister, ou ils sont complètement stupides ou pétés, hein. Moi, la première question qui m'intéresse, c'est votre relation avec votre pays, Karl, l'Allemagne. Ben, je vais vous dire une chose, je suis très allemand parce que j'y vis pas. Donc, de l'Allemagne, je n'ai que les qualités et pas les inconvénients. C'est très prétentieux ce que je dis. Mais pour moi, l'Allemagne est une patrie spirituelle où je ne peux prendre que ce qu'il y a de bien dans l'esprit, la culture allemande, mais dont le quotidien et les choses néfastes, désagréables, honteuses et le reste ne me concernent pas parce que je ne les ai pas vécues. Pourtant, vous étiez quasiment en âge de les vivre, les choses honteuses. Oui, mais j'en ai pas souffert. Je me suis trouvé au seul endroit où c'est rien passé. J'ai eu une chance incroyable. Et ça ne m'a pas atteint. On va parler de cette relation ambiguë avec l'Allemagne. Est-ce qu'on peut dire, puisque vous commencez par là, Karl, que cette ambiguïté, elle vient de l'Allemagne nazie? Vous avez du mal avec cette période de votre pays, puisque vous êtes allemand. Oui, parce que ma mère me disait aussi, pour revenir à elle, l'Allemagne, depuis 1933, ça n'existe plus. L'Allemagne, sans les Juifs, c'est comme un plat sans sel. C'est fade. C'est elle qui disait ça. Et si on vous répète ça, enfant, vous finissez par le croire. Hein. Vous dites, pour moi, la guerre, c'est un espèce de blanc. Mes parents n'en parlaient pas. Mon père a été en tôle à ce moment, mais je ne sais pas pourquoi. Non, effectivement, je n'ai jamais très bien su. C'est des histoires de dénonciations ou je ne sais pas quoi. Mais ça n'a pas duré très très longtemps. Mais vous savez, nous, on était à la campagne. Mes parents étaient à Hambourg et ailleurs. Donc moi, j'étais vraiment isolé, mais dans le bon sens, au fond d'une forêt où il s'est heureusement rien passé. Hein. Je n'ai vraiment pas souffert de ça. C'est ça qui est incroyable. Vous avez tout fait pour ne pas en souffrir? Non, j'en ai profité de cet isolement pour lire, écrire, dessiner, surtout dessiner, et apprendre des langues. Parce que quand même, à 6 ans, je parlais anglais, français, allemand. Mal, parce que je parle tout mal. Mais enfin, j'arrive à m'exprimer correctement. Hein. Est-ce qu'on peut dire, Karl, que cette période du passé de l'Allemagne, elle vous fait tellement honte qu'aujourd'hui, dans le présent, vous qui vivez que dans le présent ou pas dans le passé, ça vous empêche d'avoir une relation apaisée avec l'Allemagne? Je vais vous dire une chose horrible, c'est plutôt une sorte d'indifférence à l'actualité. J'aime bien, mais je suis un espèce de étranger en même temps, puisque adulte, je n'ai presque jamais vécu. Donc, c'est pas un truc de culpabilité ou de honte, je n'en sais rien. La plupart des gens n'étaient pas concernés, les gens ne savaient pas. Aujourd'hui, on est surinformé. À l'époque, il y avait à peine la radio et très peu de journaux. Et de toute façon, les journaux étaient tellement dirigés politiquement que... Au fait, tout ça, c'est comme Dachau et Auschwitz. Les gens n'en savaient rien. Sauf un certain milieu, mais certainement pas les enfants. Hein. Sauf que regardez, en 1945, Hambourg détruit. Je sais bien que vous n'étiez pas à Hambourg en 1945. C'était en 1943. Oui, mais regardez, en 1945, ces images-là d'Hambourg détruit. Vous n'étiez pas à Hambourg, mais pas trop loin non plus. Non, c'est pas loin, c'était pas très loin. Regardez ça, et vous allez me dire comment vous avez fait pour... que ça vous concerne de si loin, finalement, alors que vous étiez à côté. Hambourg était un des grands ports du monde, une des plus grandes villes du Reich, une cité orgueilleuse de sa richesse, de ses traditions et de son parc de bêtes fauves, du temps où les bêtes fauves n'avaient pas encore pris le pouvoir en Allemagne. La ville entière a brûlé. Elle ne s'est pas écroulée sous les bombes, les murs sont restés debout, mais ce n'est plus qu'un squelette de ville. Spectacle peut-être plus tragique encore que celui de ruines effondrées. Il y a des villes dont il ne reste rien. Ici, il reste un fantôme en forme de ville.
Vous voyez, dans les quartiers où j'étais moi, où mes parents étaient, quand il n'y a rien, tout est debout, ça c'est pendant la guerre, hein. Et après la guerre, donc franchement, à Hambourg, il n'y a que certains quartiers, il y a des quartiers où il n'y a rien eu. Hein. Mais là encore, on a échappé par miracle. Et en plus, moi, je n'avais pas connu grand-chose avant, donc on prenait ça comme c'était. Aujourd'hui, à distance, ça paraît... C'était horrible, vraisemblablement, et tragique. Mais mes parents ont fait que ça ne me touchait pas personnellement. Sauf que depuis, évidemment, vous avez su, Karl Lagerfeld, depuis, vous avez une relation particulière avec l'Allemagne. Vous disiez indifférence, moi je pensais un peu plus que ça, mais aussi un peu fascination. Par exemple, regardez ce court-métrage pour Chanel que vous avez réalisé, Réincarnation. Il s'appelle comme ça. Vous ressuscitez le mythe de Sissi avec Cara Delevingne. C'était un jeu de mots. Et Pharrell Williams. Oui. Et on voit à travers ce film que l'imagerie allemande vous travaille encore. Regardez. C'est l'Autriche, c'est pas l'Allemagne. It's not hard to define, it is there inside when you open your eyes. Hey, don't be blind, be open to see. Could she be the girl to help me see the world? See, the world. The world. Alors, c'est l'Autriche ? Oui, mais je veux dire une chose. J'imagine qu'on doit haïr, enfin le royaliste ou impérialiste, je ne sais pas comment on appelle ça, autrichien, d'avoir donné cette tête-là à leur empereur. C'est déjà une chose qui fait qu'il y a une certaine différence et une approche tout à fait différente qui n'est pas basée sur la nostalgie et des trucs comme ça. Hein. Plus personnel peut-être, Karl Lagerfeld. Vous avez acheté une maison dans les années 90, hein, ouais. 7 ans de rénovation. Donc, je sais pas si c'est 7, beaucoup. Et vous y avez passé que quelques jours avant de la revendre, cette maison-là, Karl. Oui. Quand je l'ai revendue, il y avait 7 personnes qui attendaient que je la revende. Ils ont aménagé le jour même de la vente, parce qu'en Allemagne, vous n'avez pas 3 mois pour attendre, vous pouvez aller directement. Elle était merveilleuse. Et je suis né dans une maison à côté, qui a brûlé, pas par la guerre, elle a brûlé par un feu, mon père l'a reconstruit, et elle a brûlé une deuxième fois. Depuis, je vis dans la terreur du feu. Parce que je n'étais pas dedans, mais quand même. Et celle-là, elle était magnifique, et tout, mais j'avais l'impression, ayant l'Elbe devant moi, parce qu'il y a le fleuve qui passe devant, que j'avais ma vie derrière moi, et je sais pas. Et puis à la fin, j'entendais la voix de mes parents, et des choses comme ça, et je trouvais ça gênant. Et puis j'avais un problème de personnel. La gardienne, tout d'un coup, je me suis aperçu que c'était une facho terrible qui recevait des types en chemise noire et bottes. Et comme c'est difficile de virer les gens, je préférais renoncer à la maison. Vous dites c'est mon adieu à l'Allemagne. C'est pas un adieu, parce qu'il n'y a pas d'adieu définitif, et j'ai quand même pas mal d'amis allemands, mais pour y vivre, oui. Mais elle était divine, parce que là, on a l'impression qu'il y a que ces 3 fenêtres, mais au fait, il y avait une grande maison derrière. C'était une maison comme un temple grec construit dans les années 20, et je pense que le monsieur qui l'a construit, c'était uniquement pour des fêtes coquines. Parce qu'il l'a gardé qu'1 an, et après, ça a appartenu à un avocat qui l'a gardé toute sa vie, il est mort à 100 ans, et j'ai acheté ça à ses enfants. Est-ce que pour conclure là-dessus, Karl, et avancer, on peut dire que si vous étiez né avant, entre les 2 guerres, cette Allemagne-là, elle vous aurait convenu et vous auriez une relation plus apaisée avec vos origines et vos racines ? Ah oui, mais de toute façon, si l'Allemagne avait été ce qu'était l'Allemagne de la République de Weimar et tout, je ne serais pas allé ailleurs. Je n'avais pas besoin d'aller ailleurs parce que ça correspondait à ma mentalité, à mon éducation, à un milieu quelconque et tout ça. Mais malheureusement, ça n'existait pas. Et comme me disait ma mère, Hambourg, c'est les portes, parce qu'on dit toujours Hambourg, c'est les portes pour le monde, mais ça n'est que les portes, alors dehors. Votre mère, elle n'a pas dit que ça, parce qu'elle vous a dit ça. Il faut partir de Hambourg. Ici, tu peux devenir prof de dessin au maximum. Oui. Je n'ai pas été enceinte pendant 9 mois pour ça. Oui, elle a dit ça, oui. Et ça, c'est une des rares photos, elle n'est pas maquillée ni rien, parce que dans la vie, des photos d'elle, jeune, qu'elle a tout détruit, elle n'était pas du tout comme ça. Là, elle a l'air très douce et gentille là-dessus, non ?
Elle l'était ou elle l'était pas du tout? Elle était bien, mais elle n'était pas niaise, c'était pas le côté maman gentille comme ça, trop diffusion. Moi, je n'aime pas du tout ça dans les rapports, et c'est pour moi absolument pas une preuve d'amour ni de rien. Hein. Vous lui ressemblez tellement à votre mère, Karl Lagerfeld. Comme elle disait toujours, tu me ressembles, mais en moins bien. Regardez, on a pris un de vos dessins, vous aviez 10 ans à l'époque. Vous avez dessiné votre père et votre mère. C'est pas mon père, je ne sais pas qui est le monsieur. Et on l'a soumis à un psy, Philippe Grimbert. Regardez comment il a analysé ce dessin. Apparemment, il dit beaucoup, beaucoup de vous. Lors d'une interview pour le magazine Vice, vous aviez dit quelque chose qui a beaucoup intéressé le psychanalyste que je suis. Vous avez dit que vous étiez trois personnalités différentes suivant la langue que vous parliez, français, anglais ou allemand. Et puisque nous en sommes à parler de trois, j'ai eu sous les yeux un dessin, un portrait que vous aviez fait de votre mère quand vous aviez 10 ans. Ce portrait nous montre 3 facettes de votre personnalité. Il y a l'enfant de 10 ans qui dessine sa mère face à un homme, et puis il y a l'homme face à sa mère, l'homme que peut-être Karl Lagerfeld va devenir, mais surtout, il y a le personnage de la mère, celle à qui vous avez emprunté peut-être votre silhouette d'aujourd'hui, sa rigueur quasi prussienne et son extraordinaire raffinement. C'est l'élégance altière de votre mère qui est devenue votre silhouette d'aujourd'hui. Et ça n'est pas le moindre de vos paradoxes. C'est extrêmement flatteur, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Mais le monsieur, je ne me rappelle pas qui c'est. Franchement, je ne sais pas. C'est quelqu'un, mais là, j'ai un trou de mémoire. Votre mère, en tout cas, c'est bien votre mère. On peut dire que c'est la femme de votre vie? Ah ben, écoutez, moi, sans elle, je ne serais pas là, déjà pour commencer. Hein. Donc, oui, elle avait quelque chose qui faisait qu'elle avait toujours raison. Ça paraissait dur et difficile quelquefois, mais au fond, c'est toujours elle qui avait raison. Vous vouliez lui ressembler, vous y êtes parvenu, Karl? Ressembler, non, je n'ai jamais voulu être quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça, mais c'est un exemple pour certaines choses. Comment vous viviez ça à l'époque, Karl, ou subissiez ça? Elle vous disait, tu me ressembles, mais en moins bien. Le nombre de fois vous en avez parlé de votre mère pour dire c'est très vachard et la façon dont elle vous malmenait. Mais c'était dit en riant. Vous savez, une fois dit, un siècle après, ça paraît très dur, mais il faut remettre ça dans les contextes et tout. En même temps, je savais qu'elle m'aimait, que mes parents n'aimaient que moi. D'ailleurs, ils étaient beaucoup moins gentils avec ma sœur et ma demi-sœur. Hein. De ce côté-là, j'étais les privilégiés. Aussi, je ne faisais pas d'histoire. Parce que les autres, c'était des emmerdeuses qui faisaient des histoires au pensionnat et mariées à la sortie. Tandis que moi, j'avais surtout pas envie d'une promiscuité, d'un pensionnat ou d'un machin comme ça. Je détestais l'idée. Et donc, j'avais assez vite compris comment il fallait faire, parce qu'il ne fallait pas l'embêter pour passer à travers tous les mailles d'un éventuel filet qui aurait pu m'empêcher de rester à la maison. Comment vous le décririez, le lien avec votre mère? De séduction? Vous vouliez lui plaire? Oui, bah on était bien obligés, sinon c'était l'enfer. Hein. Mais pas l'enfer des vipères au point, hein. Un enfer de langue de vipère, c'est pas la même chose. Hein. Cette mère, dont on a compris l'importance, dans ces années particulières d'après-guerre, c'est elle qui vous a parlé de l'homosexualité très tôt, Karl. Oui, mais elle a dit que c'était comme une couleur de cheveux, qu'il y en avait des comme ça, et comme il y avait des blonds et des bruns, que c'était pas un sujet. C'était un sujet pour vous à ce moment-là? Non. Ça n'a jamais été un sujet de ma vie, parce que j'ai toujours vécu dans un milieu où ce n'était pas un sujet. Donc, c'est pas du tout pareil. Si vous êtes fils de fermier dans la Creuse, ça peut être un problème. Enfin, d'accord, mais quand on est un fils d'une famille en Allemagne dans les années 50, ça ne doit pas être simple quand même. Non, ça ne posait pas de problème. Je n'étais pas scandaleux non plus, donc c'était... non, ça ne posait pas de problème. Moi, j'ai jamais eu ce genre de problème. Et dans le métier de la mode, vous savez, ça n'existe pas comme problème. Ça, je sais bien, mais à ce moment-là, vous étiez loin de la mode, Karl Lagerfeld. Pas très longtemps, puisque j'ai commencé très tôt dans la mode. Non, j'ai jamais compris pourquoi on pouvait faire tant d'histoires. Mais aussi, mes parents, ils avaient vécu à Berlin dans les années 20 et tout, ils avaient une approche un peu différente des choses. Hein. Donc, votre mère vous a dit ça, et votre père? Vous savez, mon père, il ne parlait jamais de choses personnelles. Moi, au fait, je ne sais rien de mon père. Quand je demandais à ma mère des trucs sur sa vie à Berlin et tout, elle me disait, pose-moi des questions sur mon enfance et quand j'ai rencontré ton père. Parce qu'au milieu, ça ne te regarde pas. Quant à mon père, il était sur une autre planète. Hein. Il était très gentil. On pouvait lui demander tout ce qui était costard, voiture et tout ça. Mais sortez de là, et il était à 300 lieues de la réalité, en tout cas de la mienne. Vous dites, j'ai demandé à ma mère des choses sur mon père et elle m'a un peu envoyé balader, mais pourquoi vous ne les avez pas demandées à votre père?
Parce que mon père était gentil, il dit toujours oui. Ma mère, elle disait non. S'il était gentil, vous aurez répondu. Ah non, pas à ce genre de questions. Je pouvais lui demander une voiture ou un costard ou des machins comme ça. Mais ça, c'était tout, hein, que des choses matérielles. Alors ça, c'est bizarre. Oui, mais il était adorable, il était très gentil. Il était même tellement gentil qu'il était ennuyeux par rapport à elle. Et elle était assez dure avec lui, mais au fait, c'était une bonne chose. Je me souviens, il avait presque 90 ans. Un matin, il arrive, comme des hommes de sa génération, avec une robe de chambre très chic et un foulard et tout. Nous, enfants, on n'a jamais eu le droit de venir au petit déjeuner, pas habillés. Pas question. Au lit, machin, zéro. Il arrive, et elle lui dit, maintenant, tu as le look qu'on a dans les asiles pour des vieux. Moi, je ne veux pas d'homme négligé chez moi. Ben, il est allé s'habiller, il est revenu habillé. Il faut le faire. Hein. Ça veut dire que... Non, mais c'est très bien, c'est un service qu'elle lui a rendu. Mais il est mort à 90 ans passés en lisant le journal. Et ça vous manque pas, vous, aujourd'hui, de ne pas savoir plus de choses? Non, ça ne me regarde pas. Non, c'est une sorte de discrétion naturelle. Par rapport à moi, ça n'a, je ne veux dire pas d'intérêt, mais ça ne me regarde pas. Moi, il ne m'aimait pas moins pour autant, vu leur passé qui ne me concernait pas et qui ne me regarde pas. Moi, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas ce problème. Mais je trouve ça bien, je trouve ça normal. Vous dites quand même, je regrette de ne pas avoir été plus gentil avec lui. Oui, parce qu'on est toujours moins gentil avec les gens gentils qu'avec les gens méchants. Ça, c'est connu, malheureusement. Hein. Là, il y a une pub. Est-ce que vous allez bien pouvoir nous en dire de plus? Non, ce sujet est clos. Moi, je ne voudrais pas rabâcher, mais j'ai l'impression que ça s'est passé dans une autre planète. Aujourd'hui, les dialogues parents-enfants est très faussé. C'était pas comme ça. Hein. Moi, je voulais les impressionner, surtout ma mère, par le fait que je parlais des langues, que je pouvais lire, que je pouvais décider, et que j'avais... C'est pas aussi bête qu'elle disait, parce qu'elle disait toujours, écoute, parle plus vite pour les bêtises que tu dis, on ne peut pas prendre plus de temps. Donc j'ai appris à parler très vite et de faire un effort de dire des choses qui avaient vaguement un sens pour qu'elle ne me dise pas que c'est des bêtises que je disais. On comprend que ça vous a stimulé, mais est-ce que ça vous a fait mal aussi, ce qu'elle vous disait? Non, parce qu'aujourd'hui, on veut que ces choses fassent mal et tout. Non, j'ai très bien vécu avec ça, j'ai très bien vécu avec moi-même, et je pense que cette attitude m'a donné une armure qui me sert encore aujourd'hui, et ça donne pas des souffrances ni rien. C'est pour ça que moi, j'ai jamais fait d'analyse, pour la bonne et simple raison que je n'ai aucune question à poser à qui que ce soit, et je pense toujours à cette caricature du New York où un patient dit à son analyste, docteur, j'ai l'impression d'être médiocre, et l'analyste lui répond, mais vous êtes médiocre, vous voyez. Vous dites, je ne me pose pas de questions, en même temps, il y a des choses qui peuvent vous faire mal indirectement. Par exemple, votre mère, elle ne vous a pas prévenu de l'enterrement de votre père, qu'il était mort? Non, elle me dit, tu n'aimes pas les enterrements. Et voilà. Et depuis, vous vous dites pas, j'aurais peut-être dû y aller à l'enterrement de mon père? J'aurais peut-être dû, mais pas certain. Moi, vous savez, je voudrais, si un jour je meurs, je ne voudrais pas d'enterrement non plus, je trouve ça horrible. Vous voulez quoi, alors? Rien, disparaître. Hein. Comme les animaux de la forêt vierge, je trouve ça beaucoup plus élégant. Hein. C'est horrible d'encombrer les gens avec ses restes. Vous n'êtes pas allé non plus à l'enterrement de votre mère? Mais elle ne voulait pas d'enterrement, on pouvait pas, personne ne pouvait y aller. Et moi, je ferais pareil. Hein. Donc, tout ça, c'était prévu, tout. Non, mais je trouve ça très bien, c'est très bien. Comme ça, on garde que le souvenir des vivants. Parce que la souffrance était trop forte? Pas que la souffrance est trop forte, mais de voir quelqu'un dans une boîte de bois que vous avez connu toute votre vie, c'est plus dur que si c'était une vague idée dont vous ne connaissez pas la réalité. La réalité, c'est quand même qu'elle est partie, on a compris l'importance qu'elle avait, et on se dit que ça a dû être quelque chose d'assez fracassant pour vous. Oui et non. D'abord, je m'y attendais quand même. Toute ma vie, j'ai pensé que quelque chose pourrait lui arriver. Mais j'étais quand même plus qu'adulte. Je veux dire, ça, c'est la vie. Et je préfère l'idée qu'on survit à ses parents que le contraire. Moi, tant qu'elle était vivante, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose et qu'elle aurait dû me survivre. Et ça, j'aurais pas aimé. Après, c'est pas pareil. Il y a un de vos proches qui nous a dit, pour comprendre Karl, il faut comprendre sa peur de la mort. Il ne supporte pas la maladie. S'il a un rhume, c'est tout un drame. Il ne peut pas supporter l'idée que la personne qui est assise à côté de lui soit porteuse de microbes. Il parle sans cesse d'avenir parce que quand il songe au passé, il se rend compte que sa vie est derrière lui. C'est ce qui fait qu'il travaille si dur. Il déteste l'idée de devoir être face à lui-même.
Vous savez, il faut être vicieux pour aimer la maladie. Je déteste ça. Peur de la mort, non. Vous savez, il y a des milliards de gens avant nous qui sont morts. Il ne faut pas non plus exagérer son cas individuel. Ça, non. Non. Je ne sais pas qui a dit ça, mais ça, c'est une idée gentille, mais un peu fausse. Vous parliez tout à l'heure de vos demi-sœurs. Oui, mais je ne les connais pas. Hein. Elles vous connaissent. Hein. Oui, paraît-il, mais moi, je ne l'ai pas vue depuis 40 ans, et l'autre, elle est morte, donc je ne sais pas. Hein. Celle que vous n'avez pas vue depuis 40 ans, comme vous êtes une star internationale, il y a un journal anglais qui est parti à sa recherche. Pareil, oui, la pauvre, oui. Il l'a trouvée à Portland, aux États-Unis. C'est elle? Oui, oui, pareil. Moi, je ne l'ai pas vue depuis 40 ans, je ne peux pas vous dire. Hein. Je ne suis même pas fâché avec. C'est un autre choix. Elle est allée en Amérique, elle a fait sa vie, et c'est ça. Bon, chacun sa vie. Je ne connais pas ses enfants, je ne connais rien. Mais on n'a jamais été élevés ensemble, ni rien. Donc, franchement... elle était gentille et tout, et elle est vraisemblablement encore, mais elle vit que pour les charities et des machins comme ça, elle donne tout aux pauvres, c'est très 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 bien. Vous lui avez envoyé une photo de vous avec Choupette. Oui, ben c'était ma carte de Noël l'année dernière. Ça veut dire que vous ne l'avez pas vue depuis 40 ans? Depuis 46, oui. 76, oui. Et vous lui envoyez une photo de vous avec Choupette? Oui, mais parce que je ne suis pas fâché avec elle. Non, mais ça me fascine quand même, Karl. Pourquoi? Moi, je crois, vous savez, mon livre favori, c'est l'affinité élective de Goethe. Donc, vous voyez, moi, je préfère le choix que ce que la vie vous impose. Sauf que vous savez, puisque moi, c'est ce qui m'a ému en préparant cette émission, qu'elle collectionne tout de vous, cette sœur. Ben, c'est possible, mais j'en sais rien. Hein. Oui, mais elle m'envoie quand même quelquefois des mots et des choses comme ça. Et puis, je ne vais pas devenir plus terre à terre. On a encore des histoires d'intérêt, d'argent ensemble. Donc, déjà, ça existe aussi. Hein. Mais ça ne pose pas un problème. Hein. Chacun a choisi sa route. Et les routes sont très différentes. Les intérêts sont tellement différents que là-bas, je serais comme une chose exotique, j'imagine. Il n'y a jamais des moments où tout ça vous revient? On voit bien que vous mettez à distance ces racines, quelque chose qui peut vous émouvoir, quelque chose qui pourrait vous fragiliser. Il n'y a jamais des moments où l'armure que vous êtes façonnée lâche et tout ça revient? Non, c'est un cliché de penser qu'on pense comme ça, non, non. Je me suis habitué à tout, aux circonstances, à moi, à la vie, aux autres et tout. Hein. Non, franchement pas, je suis navré. Je devrais dire oui et commencer à pleurer. Ben non. Et ça ne demande pas d'effort? Non, aucun, zéro. Et cet aspect-là, très fort de votre personnalité, vous avez l'impression d'être singulier ou vous avez l'impression que c'est pour tout le monde pareil? Disons que je ne suis pas assez intime avec les autres pour pouvoir comparer. Je me trouve différent, mais peut-être je veux être différent. Je n'ai pas du tout envie d'être conforme avec quoi que ce soit et qui que ce soit. Vous montrez une image assez dure de vous, ou en tout cas contrôlée de vous. Ben, Quand on parle avec votre entourage, on découvre quand même un Karl Lagerfeld beaucoup plus tendre. La preuve, on en a maintenant l'habitude dans cette émission, il y a des proches qui sont là pour nous éclairer d'un aspect de la personnalité. Ils sont à côté et on accueille Virginie Viard. Elle est la directrice du studio Chanel. Bonsoir Virginie. Bonsoir Marc-Olivier. Vous travaillez avec Karl depuis combien de temps, Virginie? Depuis 87. Vous pouvez nous le décrire? Comment il est au quotidien? Parce que là, vous l'avez vu depuis tout à l'heure. Il est passionnant à nous montrer... Au quotidien, il est aussi passionnant. Il est très facile d'accès, très ouvert, merveilleux, drôle. Je me le dis chaque jour. Je ne peux pas vous dire mieux. Il n'y a aucun chaque moment, matin. Quand... Il n'y a aucun moment où il est dur? Où il s'énerve? Non, il peut être... Ah non, ça non. Il est exigeant, mais en fait, la relation que j'ai avec lui, c'est qu'il n'a même pas besoin de me montrer qu'il est exigeant. Moi, je le sais, et puis, en fait, sa manière d'être fait que nous, on se surpasse, ou peut-être qu'on devient encore mieux, je ne sais pas. Karl? Mais vous savez, là, vous avez choisi le bon exemple, parce que Virginie, c'est une des personnes que je préfère au monde. Donc, ça tombe bien. Parce qu'elle dit, je le pense, et je ne serai jamais autrement avec elle, je l'espère. Et vous parlez des femmes de la vie, eh ben, elle en fait partie, elle en est une. Comment vous décririez votre relation avec Karl? C'est un patron, Virginie? Quelle horrible expression. Mais vous savez, je suis patron de personne, aucune de mes affaires est à moi, parce que je veux être personne, je veux être irresponsable. Je suis comme une espèce d'oiseau de passage, j'arrive, je pars et je repars. Je ne veux pas justement cette relation patron, je hais ça, rien que le mot.
pas comme le monsieur de la CGT qui trouve ça que c'est une insulte, le mot patron, c'est pas ça. Mais je suis quelqu'un de libre qui arrive, qui dit, mais dans les affaires, j'ai rien à voir, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous faisons ensemble avec Virginie. Et basta. Mais il n'y a pas ce rapport d'hierarchie. Je vomis les hiérarchies. Puisqu'on a besoin de tout le monde. Moi, et donc ça, c'est ce que vous vivez, Virginie, au quotidien. Il n'y a pas de lien hiérarchique avec Monsieur Lagerfeld. Mais non, il n'y a pas de lien hiérarchique. Mais bon, pour moi, il y en a quand même un, mais qui ne se ressent pas. Et d'ailleurs, moi, j'essaye d'être pareil avec les gens qui travaillent aussi autour de Karl. Tout le monde a accès à Karl. Et même chez Chanel, c'est aussi l'ambiance qu'il y a, c'est qu'on ne sent pas une hiérarchie au-dessus de nous. On est entouré, c'est tout. Encore un mot là-dessus, parce que ça me permettra d'avancer avec Karl. Vous diriez qu'il y a presque une ambiance familiale? Ah bah ça, c'est sûr. C'est... Enfin, je sais pas même trop pas, je connais même famille, pas ailleurs. Non, c'est pas famille, oui, mais... amical. Merci Virginie de nous avoir éclairé de cet aspect-là de Karl. Vous diriez quoi plutôt, Karl? Tribu? J'aime pas trop non plus. Hein. Je sais pas, c'est plus individuel que ça. C'est pas une espèce de mouvement de groupe. Pour moi, chaque personne est indispensable à sa façon. Les ouvrières, les premières, dans ce que je fais, j'ai quand même de la chance. Vous savez, moi, j'ai une vague idée, je la mets sur le papier. Mais après, il faut le réaliser. Et ça passe par Virginie et par les gens qui l'exécutent. Donc, j'ai besoin de tout le monde. Et avec ces gens-là, je suis comme je suis avec moi-même, extrêmement normal. Et tout, pas par opportunisme, parce que ça vient naturellement. Je n'ai aucun... C'est pour ça que je ne veux pas être patron. Je veux être pareil comme les autres. C'est une chaîne. Et Gilles a dit famille, je vois. Ce mot, c'est presque un signe de pauvreté de langage de coller ça à n'importe quoi. Surtout à Karl Lagerfeld. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai toujours voulu ne jamais avoir de famille à moi. D'abord, ça vous fout dans un moule de génération que je n'ai pas envie. Mais j'ai des filleuls et des choses comme ça que j'adore et que je suis très bien. Mais je n'ai pas leur responsabilité. Au fait, je déteste d'être responsable de qui que ce soit et de quoi que ce soit. C'est ça la vérité de l'histoire. À peine de moi-même. À peine de vous-même. Et vous êtes souvent seul face à vous-même aussi, Karl Lagerfeld. Mais moi, j'adore être seul. Vous savez, dans un métier comme le mien, pour recharger les batteries, si vous n'êtes pas seul, vous pouvez pas travailler. C'est un travail d'équipe, mais l'idée du départ doit venir d'une réflexion qui exige une certaine solitude. Sinon, c'est n'importe quoi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a un bureau de style où les gens font des dessins, je choisis. Moi, je suis très artisanal. Je dessine pour moi-même si ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime de commencer avec la feuille de papier et que ça finit sur une autre feuille de papier, sur la photo presque. Vous voyez, c'est le parcours. J'aime le film que vous avez montré avec Farrell. Mm-hmm. J'ai fait les décors, les costumes, les scripts, les dialogues. J'ai fait tout moi-même. Sinon, ça ne m'amuse pas. Est-ce que c'est aussi un peu un manque de confiance aux autres? Oh non, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que j'ai envie de faire, moi. Évidemment, j'ai des collaborateurs fantastiques. Par exemple, les défilés qu'on fait pour Chanel avec ces décors insensés. Il y a un garçon qui s'appelle Stéphane Loubrina, qui est un génie pour réaliser mes idées. Moi, j'ai des idées, mais pour les réaliser, je suis nul. Et quand vous êtes seul, Karl, beaucoup, vous êtes au milieu de livres, ça on le sait. 300 000, vous en avez? Paraît-il, moi je ne compte pas, ça commence à être plus. Ça c'est une maladie, ça c'est autre chose. Hein. C'est quoi la maladie? Vous pouvez me raconter? C'est la maladie c'est pas, ça s'explique pas, mais ça a toujours été mon rêve. Et leur présence a quelque chose de très rassurant. Et l'idée de savoir que c'est là, que dans la seconde, vous pouvez le chercher, le prendre. Et je sais très bien où sont mes livres. Je peux téléphoner dans d'autres villes, dans d'autres pays où j'ai des maisons pour dire je voudrais ce livre de la 5e étagère à gauche. Ça, c'est comme exercice de mémoire, c'est très, très, très bien, je vous jure. Puis moi, j'aime les papiers, que je vous dis. Les livres, ça a toujours été ma passion. Et ça a un peu débordé, mais qu'est-ce que vous voulez, chacun a ses défauts. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas ce que jour j'en ferai. Qui peut prendre une bibliothèque pareille hein. Vous allez les garder? Mais, puisque vous dites que je suis obsédé par la mort, qu'est-ce que je dois faire de ça? On ne peut pas emporter ça, à moins qu'on fasse un autodafé comme les nazis avec les livres et moi au-dessus. Hein.